C'est l'heure du sonneur. Et oui, en Géorgie, donc je vous l'ai dit, le rêve géorgien, c'est le nom du parti pro-russe, est arrivé en tête des élections législatives ce week-end. Avec 54,08% des suffrages, il obtient 89 des sièges, des 150 sièges à pourvoir, avec une participation de près de 59% de la population inscrite en tout cas. C'est donc une victoire qui est en tout cas mal accueillie par l'opposition, qui dénonce une fraude et qui avance de nombreuses irrégularités. Je vous propose d'écouter en premier Salomé Sourabichvili, qui est la présidente géorgienne, en tout cas elle pro-Europe, qui est d'ailleurs née en France, et elle a annoncé ne pas reconnaître ces élections. Elle appelle les citoyens à descendre dans la rue. Écoutez un extrait, on vous fait la traduction juste derrière. Я не признаю эти выборы. Их нельзя признавать. Признание этих выборов фактически означает признание факта прихода сюда России, подчинение России. Я не для этого приехала в эту страну. Не для этого жили наши предки. Мы не смиримся с этим во имя наших будущих поколений. Нельзя, чтобы кто-то отнял у Грузии ее европейское будущее. Alors, je ne reconnais pas ces élections, elles ne peuvent pas être reconnues. Reconnaître ces élections signifie reconnaître l'ingérence de la Russie, la subordination de la Russie. Je ne suis pas venue dans ce pays pour ça. Ce n'est pas pour cela que nos ancêtres vivaient. Nous ne nous résignerons pas à cela. Il est impossible que quelqu'un prive la Géorgie de son avenir européen. Voilà ce qu'a dit donc la présidente géorgienne. Et puis écoutez également Ursula von der Leyen qui a suivi. For so many years now, the people of Georgia have been striving and fighting for democracy. They have a right to know what happened this weekend, and they have a right to see that electoral irregularities are investigated swiftly, transparently, and independently. Georgians, like all Europeans, must be the masters of their own destiny. Depuis si longtemps, le peuple géorgien se bat pour la démocratie. Il a le droit de savoir ce qu'il s'est passé ce week-end, le droit de voir les irrégularités faire l'objet d'une enquête rapide, transparente et indépendante. Des élections libres sont au cœur des valeurs européennes. Voilà ce que dit également Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Alors bonjour Max Erwan Gassino. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes politologue et auteur notamment de Le nouveau procès à l'Est, c'est l'ère de l'affirmation, aux éditions, les deux aux éditions du CERF. Alors, que penser de ces élections et puis de ces réactions ? Alors, tout d'abord, il faut noter que la participation a été assez élevée. Ce qui surprend, en effet, c'est le résultat de l'élection, puisque différents sondages indiquaient un résultat pour le moins opposé. En fait, nous avons la confirmation au pouvoir d'un parti qui dirige la Géorgie depuis 2012, après une campagne marquée en effet par un contexte géopolitique particulièrement tendu, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la Géorgie est au cœur d'un arc territorial proche, c'est le moins qu'on puisse dire, de la Russie, qui fait que tout un ensemble de Géorgiens ont en mémoire un certain nombre de conflits, et notamment le conflit de 2008, qui a entraîné la perte d'un certain nombre de régions russophones. Et donc, ces élections, en effet, ont opposé alors ce qu'on présente de façon un petit peu schématique comme un candidat pro-européen et un candidat pro-russe. Dans les faits, tout le monde est pour l'engagement européen, mais en effet, une nouvelle tonalité qui a été au cœur de la campagne du Premier ministre, Kobakidze, qui indiquait oui, nous voulons toujours entrer dans l'Union européenne à horizon 2030, mais à notre rythme et en gardant nos spécificités. Il y a eu aussi, je souligne ce point, au cœur de la campagne, une sorte de clivage culturel, un clivage des valeurs qu'on retrouve dans toutes les démocraties occidentales. Oui. Entre d'un côté un parti plus conservateur et un parti européen, lui, plus libéral, plus progressiste sur les questions sociétales. Un dernier élément, peut-être encore introductif par rapport au scrutin en Géorgie. Il est vrai que tout un ensemble d'observateurs ont pu observer un certain nombre de pressions électorales et des achats de votes. Le sénateur républicain Pascal Alizard a été chargé de coordonner
un groupe de 500 observateurs internationaux. Donc, il y a eu des pressions, il y a eu Mais de potentiellement, quel en côté effet, les pressions? Donc côté russe, pression russe. oui, 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 il y a eu sans doute des pressions côté russe. Maintenant, moi, ce qui m'ennuie un petit peu lorsqu'on fait ce constat, c'est que, bon, un, il faut le constater, et deux, le dénoncer, mais il faut aller un petit peu plus loin. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu lorsque l'on se contente de faire état de ce type de pression, c'est qu'on ne se rend pas compte que si nous sommes attaqués, c'est parce que nous sommes attaquables, hein. Et c'est le grand problème de l'Union européenne qui aujourd'hui suscite tout un ensemble de réflexes défensifs qu'elle n'analyse pas parce qu'elle ne voit, elle voit tous les rejets qu'elle peut susciter comme au fond une forme de scandale moral. Or, Mm. il faudrait, pour peut-être susciter davantage d'adhésion, s'interroger sur ce qui peut légitimement questionner la nécessité de rentrer rapidement dans l'Union européenne. Oui, mais là, vous parlez sur deux plans. C'est-à-dire qu'il y a le plan sur le fond des valeurs, entre guillemets, et la guerre morale entre peut-être le côté russe et nos valeurs à nous, ce que nous défendons, et donc sommes-nous attaquables là-dessus. Et puis sur une procédure. Là, la procédure de vote, s'il y a eu je veux dire, pression, s'il y a eu... faut que ça puisse être éclairci et mis en lumière également. Moi, ce que je trouve intéressant aussi avec cette affaire, c'est que, je sais pas, ça me fait penser à plusieurs fois où d'autres ont évoqué des fraudes. On peut même aller jusqu'à Donald Trump pour ses dernières élections présidentielles. Quand lui a parlé de fraude, on a tout de suite crié au complotisme. On dit mais non, il n'y a pas de fraude, c'est pas possible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui ont le droit de parler de fraude et d'autres pas. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut déterminer ici avec cette affaire de la Géorgie? Oui, enfin, après, bon, l'Union européenne est dans son rôle lorsqu'elle dénonce des fraudes qui ne vont pas, en effet, dans le sens de ce qu'elle escomptait. Oui. Moi, je pense qu'il faut, en effet, faire la lumière sur ce scrutin, être davantage vigilant, dénoncer ce qui s'est passé, mais ensuite accepter aussi d'aller un petit peu plus loin, car si les Géorgiens se sont déplacés pour maintenir, en quelque sorte, l'équipe au pouvoir, c'est qu'il y a aussi des raisons profondes et qui interrogent aussi l'orientation que prend l'Union européenne. Je rappelais l'importance du conflit ouvert avec la Russie en 2008 pour dire qu'il était encore aujourd'hui dans les têtes et les esprits des Géorgiens, à tel point que l'équipe gouvernementale au pouvoir a qualifié l'opposition de partie de la guerre. Et cette peur d'alimenter un conflit avec la Russie, d'être embarqué dans une guerre en Ukraine qui pourrait continuer de s'étaler, a beaucoup joué dans l'esprit aussi d'un certain nombre d'électeurs. Et donc il faut analyser ce qui s'est passé Oui, réellement. Oui. avec un double angle, l'angle en effet de pression russe dans un contexte géopolitique tendu, et l'angle aussi d'un certain rejet de l'Union européenne. Oui, d'accord, je comprends. Et ça, ça revient sur en quoi nous sommes attaquables, ou entre guillemets, ou en quoi nous n'avons pas réussi à convaincre nous autres Européens, nous Union européenne. À ce sujet également, est-ce qu'on peut, parce que vous avez l'air de dire que si irrégularité il y a eu, elles n'ont pas inversé la donne de ce scrutin, c'est ce que vous dites? Que finalement, il y avait quand même majoritairement, d'après vos propos, une volonté des citoyens ici de mettre le frein, ou en tout cas de prendre son temps, ou d'avoir une autre voie dans cette adhésion à l'Union Alors, européenne d'abord, et puis... non, ouais. Non, on pourrait pas affirmer que, comment dire, sans ces fraudes, le résultat aurait été en effet de la même ampleur de en la même faveur couleur, oui. de gouvernemental au pouvoir. On a besoin pour cela de données consolidées, et tout un Oui. ensemble d'experts estiment en effet que ces pressions, plus ces quelques fraudes, ont pu inverser le résultat. Ce qui est sûr, c'est que la campagne s'est déroulée, et que parmi les thèmes de campagne, l'idée non pas de rejeter l'Union européenne, puisque je rappelle, en Géorgie, les deux principales forces, l'opposition et la Sont pour, majorité, oui. sont favorables à l'intégration à l'Union européenne, mais à quel rythme Oui. et sous quelles conditions? C'est là Mm. que le débat s'est cristallisé, et c'est là que s'est engouffré un certain nombre de thématiques qu'on retrouve dans toutes les démocraties occidentales, comme les thématiques, par exemple, sociétales, où vous avez un vote en faveur de l'équipe gouvernementale plutôt rurale et conservateur, et puis vous avez un vote urbain, plus progressiste, plus tourné vers l'Union européenne. Une immense majorité de Géorgiens sont pour l'entrée dans l'Union européenne, mais aujourd'hui, un certain nombre s'interrogent du fait de la guerre et du fait aussi de l'image que peut renvoyer l'Union européenne et qu'instrumentalise non pas Bien ses sûr. opposants, mais
l'équipe au pouvoir qui souhaitait, elle, affirmer en effet une autre tonalité pour se démarquer d'une opposition très pro-européenne. Est-ce que c'est un signe, selon vous aussi, que l'Union européenne est moins, comment dire, je dirais pas charismatique, mais moins vendeuse qu'avant? Oui, justement, voilà, c'est mon point. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait en effet le constat d'un certain nombre de pressions, il faut s'interroger sur ce qui fait que l'Union européenne peut représenter un modèle aujourd'hui moins attractif qu'auparavant. Je voudrais juste donner un exemple historique au cœur de la guerre froide. Vous aviez évidemment deux modèles qui étaient en compétition, et les États-Unis, comme les Soviétiques, cherchaient à réduire les angles d'attaque qui pouvaient convaincre un certain nombre de pays de ne pas les rejoindre, de ne pas les soutenir, de ne pas intégrer le bloc qu'ils incarnaient. Et je pense notamment dans les années 60 aux États-Unis, les discriminations révoltantes à l'égard de la communauté noire étaient utilisées par l'Union soviétique pour critiquer le modèle américain. Et les États-Unis ont bien compris dans les années 60 avec John Kennedy qu'il fallait réduire cet angle d'attaque qui venait contester le narratif selon lequel les États-Unis représentaient un modèle épousable pour l'ensemble de l'humanité. Ben, je crois qu'aujourd'hui, dans la nouvelle configuration géopolitique dans laquelle nous vivons, les démocraties libérales doivent de nouveau faire la preuve de leur efficacité. Elles sont de plus en plus contestées tant au vu de leurs résultats. Le choix de l'Union européenne de soutenir promptement l'Ukraine a eu des répercussions énergétiques importantes. Il y a eu un scrutin le week-end dernier également en Moldavie, où on a vu le oui à l'Union européenne l'emporter de très peu. Les Moldaves subissent de plein frais l'augmentation des prix de l'énergie, puisque l'équipe au pouvoir a décidé de se couper des approvisionnements russes. Et puis sur la question des valeurs, j'y reviens, l'Union européenne incarne une direction qui peut représenter un certain aventurisme progressiste dans des sociétés qui, elles, tiennent au fond à leur identité et un certain nombre de valeurs traditionnelles. Et on voit en effet ce club progressiste qui est devenu l'Union européenne être facilement aujourd'hui attaqué sur ce versant-là, permettant à d'autres pays comme la Russie de se présenter, elle, en opposition, en superpuissance conservatrice, qui, à rebours de l'Union européenne, accepterait, accompagnerait les pays dans leur volonté de préserver leur identité civilisationnelle. Ouais, c'est très clair. Est-ce que, dernière question, ma volonté n'est pas de mettre l'un face à l'autre, mais est-ce qu'on peut aussi s'interroger sur d'éventuelles ingérences européennes, voire américaines, dans ces pays de l'Est, comme on a pu le considérer et le reconnaître après coup sur la révolte de Maïdan en Ukraine? Oui, alors on est en effet dans une région d'Europe orientale où il y a eu des révolutions de couleurs dans les années 2000, où on sait qu'en effet il y a pu avoir un certain nombre d'ingérences, y compris côté occidental. Je crois qu'aujourd'hui, ça me semble difficile d'affirmer qu'il y a eu des ingérences. Il y a une véritable volonté de rentrer dans l'Union européenne et de se protéger aussi de la Russie. Donc le contexte, en quelque sorte, favorise aussi la volonté d'un certain nombre de peuples est-européens de se rapprocher du camp occidental. Mais justement, c'est ça qui doit nous étonner. C'est, étant donné le contexte, normalement, les partis pro-européens devraient susciter davantage d'adhésion. Or, on voit que cette adhésion n'est pas complète, c'est le moins qu'on puisse dire, Oui. notamment en Géorgie, et c'est là où il faut justement s'interroger sur peut-être en effet la perte d'attractivité de l'Union européenne pour tout un ensemble de considérations. Ce que je voudrais dire simplement, peut-être pour résumer, c'est qu'aujourd'hui, semble-t-il, l'Union européenne alimente une triple insécurité géopolitique. Elle est accusée d'alimenter le conflit russo-ukrainien, insécurité économique du fait de l'inflation et de la hausse des prix de l'énergie, voire même également insécurité culturelle du fait d'un certain nombre de positions sur la famille, l'éducation, très, très progressistes, qui vont à rebours de valeurs conservatrices qui restent en Europe encore aujourd'hui aussi importantes. Merci beaucoup, Max Herwan-Gastineau. Je rappelle vos deux livres, Le nouveau procès de l'Est et L'ère de l'affirmation aux éditions du CERF. Vous êtes également politologue. Merci beaucoup et merci à vous tous, chers amis. On est déjà très nombreux ce matin. Vous pouvez tout de suite remettre des pouces et des cœurs pour aider cette vidéo en direct.